Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau dossier. Avec une thématique que nous n'avons pas encore abordée. Je suis ravie de partager avec vous aujourd'hui. Alors c'est notre auteur qui a décidé du titre, choisi le titre que j'aime beaucoup, l'art de prendre soin de soi en médecine traditionnelle chinoise. Alors Yang Shen, tu me corrigeras, Edouard, si je le prononce bien ou pas. Et donc, notre auteur de cette semaine, par rapport à cette thématique-là, est Edouard Garcia. Bonjour, Edouard. Bonjour Mathilde. Merci de me recevoir sur ta plateforme. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir, un vrai bonheur d'avoir cette thématique abordée. Le plaisir est partagé. Qui est absolument passionnante, la médecine traditionnelle chinoise. Et puis, voilà, cette approche, cet axe que tu vas amener sur l'art de prendre soin de soi. Et j'aime beaucoup cette idée de l'art de prendre soin de soi. Vraiment de ne pas considérer cet acte comme égoïste, parce que parfois, il arrive bien souvent que on fasse passer les autres avant nous. Et c'est important, hein, bien sûr. Mais on ne peut pas donner ce que nous n'avons pas. Et donc, cet art de prendre soin de soi est capital. Et donc, j'aime beaucoup l'approche que tu vas nous présenter aujourd'hui. Est-ce que j'ai bien prononcé Yang Shen? Alors, je ne parle pas chinois et c'est vrai que ma prononciation, j'ai des étudiants qui sont chinois, en fait, hein, et je les vois sourire quand je parle chinois, donc j'imagine que ma prononciation doit être catastrophique. Mais généralement, oui, enfin, moi je dis Yang Sheng Fa, en fait. Yang Sheng Fa, c'est ça pourrait être traduit par nourrir la vie. C'est le fait de prendre soin de soi, en fait. Et il faut... on peut considérer la santé comme un précieux trésor. Et la médecine traditionnelle chinoise pourrait considérer le laps de temps qu'on a entre le moment de notre naissance jusqu'à notre mort. C'est un moment qui pourrait être considéré comme précieux déjà et privilégié. Il faudrait traverser ce laps de temps en bonne santé. Et pour cela, en suivant les conseils de la médecine traditionnelle chinoise, l'idée c'est de traverser ce laps de temps en bonne santé. Donc avant tout, la médecine traditionnelle chinoise a pour vocation de prendre soin de la santé. Après, on s'en sert d'une manière curative pour traiter des pathologies, mais si on considère la santé comme un précieux trésor, il est intéressant de s'intéresser à la manière dont on va prendre soin de sa propre nature. C'est très très intéressant. Donc on va voir ce que nous dit la médecine traditionnelle chinoise là-dessus. Je te présente rapidement pour les personnes qui nous écoutent et bienvenue encore à vous tous. Donc, tu es thérapeute en énergétique chinoise. Tu es également enseignant à l'Institut de médecine traditionnelle chinoise, l'IMTC, depuis 24 ans. Diplômé de la Fédération nationale de médecine traditionnelle chinoise, FNMTC. Tu es certifié par l'Institut de médecine traditionnelle chinoise, donc toujours l'IMTC, et puis tu es certifié par le Shanghai International, je le dis à l'anglaise, je ne sais pas pourquoi, International Acupuncture Training Center en Chine, donc, à Shanghai. Donc, formidable parcours. Et puis, c'est ce qu'on se partageait en préparant ce dossier. Et je trouve intéressant toujours ce que je te disais quand les auteurs nous partagent un petit peu leur expérience de vie, ce qui fait qu'ils en sont où ils en sont aujourd'hui. Ça donne une couleur toujours au parcours que je trouve très intéressant. Et toi, tu as eu un accident de vie jeune qui t'a amené en fait sur cette voie, sur ce parcours de la médecine traditionnelle chinoise. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, s'il te plaît? Brièvement, j'étais absolument pas du tout dans le domaine de la médecine, ni chinoise ni occidentale. J'étais musicien, donc j'ai vécu à Los Angeles, j'étais bassiste sur Los Angeles, et j'ai eu un accident. Je suis tombé d'une échelle, tout bêtement.
c'était pas excessivement haut, mais ma colonne vertébrale a subi des dommages. J'ai dû tout arrêter, j'ai perdu tout ce que j'avais, j'ai eu une coupure dans ma vie, et puis j'ai décidé de prendre soin de moi à partir du moment où j'ai réalisé que ce que j'avais de plus précieux, c'était la santé. Et à l'occasion d'un séminaire où j'ai suivi un séminaire de 9 jours, c'était à Lahore en 93 avec le Dalai Lama. J'ai rencontré des personnes qui m'ont parlé de la médecine traditionnelle chinoise. Au début, elles m'ont parlé de la médecine ayurvédique, de la médecine tibétaine, et puis j'ai eu une opportunité d'intégrer une école en médecine traditionnelle chinoise. Et je ne pensais pas un jour ni devenir enseignant, ni l'enseigner, ni devenir thérapeute en médecine traditionnelle chinoise. Voilà, ça a été le début d'une grande aventure. Je trouve toujours intéressant ces synchronicités en fait divines presque. J'ai envie de dire ces hasards de vie qui peuvent commencer par quelque chose de dramatique, de très difficile, parce que ça a été un lourd accident quand même. Alors peut-être pas très haut, mais enfin je veux dire ça t'a quand même 3,50 m. Ah oui, donc pas très haut quand même, si. Si, pas très haut du coup, d'accord, parce que je reprenais tes mots, mais enfin 3,50 m, si, ça commence. Donc du coup, ça a été vraiment un événement, une vraie épreuve de la vie, un événement vraiment traumatique, mais qui fait que tu as transcendé cette épreuve-là pour en faire quelque chose de très beau et partager aujourd'hui ce savoir qui t'a bénéficié, parce que ça t'a beaucoup aidé en fait, la médecine traditionnelle chinoise dans ton parcours de guérison, et puis aujourd'hui, voilà, à ton tour de transmettre et partager. Je trouve ça toujours très, voilà, très intéressant, la transcendance d'épreuves pour aller au-delà et retrouver des ressources. Voilà, chaque fois qu'il y a des parcours comme ça, et on en voit de plus en plus, hein, mais c'est toujours intéressant de les écouter, ça donne des élans. Mais sur le moment, hein, on voit pas cet aspect. Ce changement radical de vie a été vécu d'une manière assez catastrophique pour moi. Hein. C'est quand j'ai accepté cet état-là que j'ai pu m'en sortir. Ça a été. Mais la médecine traditionnelle chinoise m'a véritablement donné des outils pour prendre vraiment en charge ma santé. Parce que j'avais été consolidé en médecine occidentale. Hein. La médecine occidentale a fait un travail merveilleux, hein. Mais j'ai fini travailleur handicapé à la Cotorep, hein. Donc je pouvais pas me satisfaire de cela, même si le travail qu'ils ont fait a été merveilleux. Donc il me fallait trouver d'autres outils, d'autres moyens pour récupérer les rênes de ma santé. Oui, c'était une belle complémentarité. Et puis effectivement, au moment de l'épreuve, forcément, il faut toutes ces étapes de deuil, d'acceptation voilà. Qu'on doit traverser. Mais voilà, ça donne beaucoup de courage, je trouve, même aux personnes qui peuvent nous écouter et ce qu'on peut tous traverser par moments dans la vie. Voilà, il y a des épreuves, mais parfois, voilà, on peut, c'est même pas parfois, toujours, on peut les transcender et en faire quelque chose de plus beau, de plus bénéfique. Et donc voilà, je trouvais intéressant que tu nous partages voilà, cette ton histoire. Et qui fait qu'aujourd'hui, tu es avec nous et on va t'écouter avec beaucoup d'enthousiasme. Alors, pour démarrer ce dossier sur l'art de prendre soin de soi, je crois que tu voulais commencer par faire une sorte un peu de constat de la santé peut-être actuelle pour poser un cadre. C'est important, avant d'aborder une thématique, de poser un peu les fondations du sujet. Donc là, on va parler un peu de médecine traditionnelle chinoise, en sachant que c'est vaste, hein. Mais l'idée, c'est de véritablement de voir ce qu'elle pourrait nous apporter, cette médecine, de nos jours, hein, dans nos vies actuelles en 2024. Hein. Et c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, on traverse un laps de temps. Et dans ce laps de temps, donc ça forme comme
on va dire une courbe qui serait ascendante jusqu'à notre apogée et descendante jusqu'à notre mort, en fait. Et donc, on a un début, on a une fin, on a une apogée, hein, et l'idée, c'est de traverser ce laps de temps en bonne santé. Si on regarde au niveau de l'espérance de vie qu'on a actuellement, donc les chiffres de 2023, c'est donc 2023, on atteint 80, un peu plus de 80 ans pour les hommes, plus de 85 ans pour les femmes. Exactement, c'est 80,1 ans pour les hommes, non, 80,1 non pour les hommes et 85,8 ans pour les femmes. Mais en avançant, on s'aperçoit que vivre le plus longtemps possible, bien sûr, c'est intéressant, mais ça dépend des conditions dans lesquelles on va vieillir. Il y a une autre courbe qui peut être intéressante, c'est la courbe d'espérance de vie en bonne santé. Et là, on s'est aperçu, j'ai vu sur un magazine, hein, c'était l'Écho, hein, qui ont publié en décembre 2023 que cette courbe avait diminué. C'est-à-dire que l'espérance de vie en bonne santé chez la femme était de 67 ans en 2021. Et elle est passée à 65 ans en 2022. Donc ça chute. Donc on a une perte progressive de l'espérance de vie en bonne santé. C'est-à-dire sans handicap lourd, mais en relativement bonne santé. Et chez les hommes, c'est passé de 65 ans à 63 ans. Donc, il est normal, c'est naturel de vouloir vivre en bonne santé le plus longtemps possible, mais encore une fois, entre ce que l'on souhaite et la façon de vivre, des fois, on n'est pas au niveau de la manière dont on vit à l'heure actuelle. Ça va pas laisser peut-être augurer une vieillesse en bonne santé. Donc, on va essayer de voir, par rapport aux conseils qu'on pourrait avoir de la médecine traditionnelle chinoise, comment prendre soin de notre vie, de notre santé, hein, en s'inscrivant. Alors nous, on parle entre ciel et terre, hein, c'est-à-dire dans un environnement, dans notre environnement, en s'inscrivant dans notre environnement. Et on va essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour pouvoir rajouter de la qualité dans nos années. Alors, il faut savoir que si on a une espérance de vie en bonne santé de 65-67 ans à peu près, hein, il n'est pas sûr qu'on vive réellement notre vie. Souvent, on peut être pris par la spirale de la vie, on peut être pris par des obligations, des contraintes, et parfois, à ce moment-là, on va voir les jours passés, les semaines passées, les mois, les années, et on va être pris par cette spirale, et en finalité, des fois, on s'aperçoit qu'on passe à côté de notre vie. Donc, non seulement il va falloir essayer de préserver sa santé, mais il va falloir essayer de vivre réellement, de se réapproprier sa propre vie. Hein? Alors, on pourrait se demander quelle place on va accorder à cette médecine traditionnelle chinoise, hein, en Occident, pour nous, occidentaux. Hein. Et je vous propose de voir quelques caractéristiques qui vont différencier la médecine traditionnelle chinoise de la médecine occidentale. Avec plaisir. Par rapport à la médecine traditionnelle chinoise, une des grandes caractéristiques de la médecine traditionnelle chinoise, c'est qu'elle fait référence au qi, le qi, l'énergie.
l'énergie, cette énergie. Donc, s'il y a une énergie, il y a également un réseau où circule cette énergie. Le système des méridiens que les acupuncteurs, les praticiens en Qigong, d'Ai Chi Chuan connaissent bien. Hein. Cette énergie doit circuler dans notre corps pour mettre en relation nos différents tissus, viscères, organes, les uns avec les autres, mais également mettre en relation l'être humain avec son environnement. Et cette énergie dont parlent les Chinois depuis des millénaires, bon, on n'avait pas cette notion en médecine occidentale, puisque on a souvent, au départ en tout cas, étudié l'anatomie hein, à partir de cadavres, à partir de pièces anatomiques. Et effectivement, ben, sur une pièce anatomique, il n'y a pas d'énergie. Donc, la médecine occidentale a pu développer une très bonne connaissance de l'anatomie. Elle a pu découvrir donc cette anatomie humaine, hein, mais le problème, c'est que en faisant l'abstraction de ce qui anime ce corps, c'est-à-dire l'énergie, elle n'a pu développer qu'une compréhension très manifestée, c'est-à-dire très yin, on dit en médecine chinoise, hein, du corps humain, en omettant un aspect plus éthéré, donc l'aspect énergétique, hein, plus éthéré du corps humain. Ce qui fait que nous avons une compréhension qui est limitée à un aspect très yin, très dense, très manifesté dans la matière, et nous n'avons pas l'aspect éthéré qui apparaît en médecine occidentale comme elle pourrait apparaître en médecine traditionnelle chinoise. Donc, cependant, seule une approche considérant ces deux aspects, à la fois yin et yang, de l'individu, hein, de l'être humain, permettrait une compréhension de l'homme dans son intégralité. Alors, en médecine traditionnelle chinoise, non seulement la question de séparer le corps de l'esprit ne se pose pas, mais en plus, l'être humain est doté d'un réseau énergétique dans lequel circule le qi. Et on a donc ces notions de corps, d'esprit, entre guillemets, et d'énergie. On verra tout à l'heure ces trois composants, hein, comment on va les interpréter en médecine traditionnelle chinoise. Ce qui est intéressant, c'est que à l'heure actuelle, la médecine occidentale se positionne différemment dans l'étude du corps humain. Et en 2018, ils ont découvert un nouvel organe, l'interstitium. Donc, je ferai passer un extrait de l'article de Sarah Gibbons. Donc, c'est un extrait de l'article de Sarah Gibbons, découverte de l'interstitium, un nouvel organe humain. C'est sur le site du National Geographic. Les scientifiques indiquent qu'ils n'ont pas identifié cet organe plus tôt, pourtant sous leurs yeux, à cause de la méthode utilisée pour l'étudier. C'est en étudiant du tissu vivant, au lieu d'échantillons de tissu mort, que les scientifiques ont découvert ces poches de liquide interstitiel. Plus loin, il précise « Nous n'arrêtons pas de découvrir des choses dont nous ne soupçonnions même pas l'existence. Je suis impressionné de voir à quel point la nature est bien plus complexe que ce que nous imaginions.
Donc, c'est un article qui est apparu sur le National Geographic et la personne qui a découvert, ou qui fait partie de l'équipe qui a découvert l'interstitium, s'appelle Neil Tease, qui est un grand professeur pathologique, de pathologie à New York, à l'université de New York. Donc, une approche peut-être différente pourrait nous permettre d'identifier l'être humain dans un environnement et en incluant cet aspect énergétique que les Chinois ont depuis des millénaires mis en évidence. Donc ça, c'est une des caractéristiques de la médecine traditionnelle chinoise, c'est qu'on parle d'énergie. Et cette énergie va alimenter les réseaux d'animation, les méridiens. On va traiter, par exemple, on peut traiter des patients en régulant cette énergie sur les méridiens. Donc la question de séparer le corps de l'esprit ne se pose pas, on a une énergie et ça nous fait penser à trois aspects de la médecine traditionnelle chinoise qui sont le Jing. Le Jing, ça serait une quintessence, une trame de vie, un principe vital dense de nature yin. C'est quelque chose qui est très matérialisé. Le Qi, donc l'énergie ou le souffle, qui anime le principe vital, ce Jing, et ce qu'on appelle le Shen, alors qu'on peut mal traduire par étincelle de vie, âme, esprit, c'est un peu tout ça, mais le fait de vouloir décrire, de donner une traduction à ces termes, c'est déjà dénaturer un peu leur sens profond. Donc le Shen, ça serait une manifestation qui va s'ancrer dans le principe vital, le Jing, pour pouvoir se manifester. Donc, en médecine chinoise, on fait référence à trois trésors qu'on appelle San Pao. San Pao, c'est les trois trésors, le Jing, la quintessence, la trame de vie, le Qi, l'énergie, et notre Shen, qu'on va traduire maladroitement par âme, étincelle de vie. J'aime bien le terme étincelle de vie. Oui, moi aussi. Et donc c'est la conjoncture, c'est en travaillant sur ces trois axes-là qu'on vient rééquilibrer ce qui est dysfonctionnel ou qui a pu rencontrer des traumatismes, des blocages. C'est sur ces trois axes-là. Alors, on ne peut pas passer à côté de ces trois manifestations, que sont le Jing, le Qi et le Shen. Si on veut prendre en charge un patient ou se prendre en charge, on est obligé de tenir compte de ces trois caractéristiques qu'on va retrouver en médecine traditionnelle chinoise. Donc la question de saucissonner un patient ne se pose pas en médecine chinoise. On ne peut pas dire allez voir le gastro-entérologue, allez voir le cardiologue, allez voir le psychiatre, le gynécologue, etc. On est obligé de prendre la globalité du patient et c'est dans sa globalité qu'on va essayer de comprendre les déséquilibres du patient. Mais avant de prendre en charge un déséquilibre chez un patient, on va essayer de voir comment ne pas tomber malade, comment prendre soin de sa santé et de sa propre nature. Donc là, on peut voir que une approche matérialiste, une approche rationaliste du vivant, ne peut pas permettre l'appréhension de la vie dans son essence et dans sa globalité. Elle va nous donner une idée fausse, une idée réductionniste de la réalité. Et l'exemple que je donne à mes étudiants, c'est un exemple qui vaut en fait, mais c'est, je leur dis, imaginez que vous soyez parachuté au milieu de l'Amazonie et que vous tombiez sur un peuple qui n'a jamais vu l'homme blanc, qui n'a jamais connu
l'homme blanc civilisé, et que vous devriez leur expliquer l'environnement dans lequel vous vivez, hein, une ville comme Paris ou Toulouse, hein, eh bien, si on commence à leur parler de cet environnement en leur disant, je ne sais pas, vous avez de grandes avenues qui sont éclairées la nuit avec des centres commerciaux sur plusieurs étages, avec des ascenseurs, des escalators, on a des grands panneaux LED où on a les publicités qui s'affichent, on a la télévision, Internet, les portables. Si on ne leur parle pas de l'énergie qui permet toutes ces manifestations, ben, ils vont avoir une compréhension qui va être réduite et ils vont avoir une idée fausse de notre environnement. Et effectivement, l'électricité, par exemple, hein, on y pense quand il y a une coupure d'électricité. Sinon, c'est tellement évident qu'on n'y pense pas. Donc, si on étudie le vivant sur du cadavre, on n'a pas également cette notion d'énergie qui anime l'être humain. Et avec cet exemple, ben, on s'aperçoit qu'on pourrait décrire un environnement, mais sans permettre à une personne d'avoir une compréhension dans sa globalité, dans son essence même de cet environnement, si on ne parle pas d'énergie. Donc l'énergie est véritablement, tout système nécessite de l'énergie pour fonctionner, et le corps humain également. Donc, on va avoir donc ces trois notions de Jing, de Qi et de Shen qui apparaissent. Et si on veut vraiment prendre en charge notre propre santé, on va parler avant tout de notre propre santé, hein, ben il va falloir prendre connaissance de ces caractéristiques propres à la médecine traditionnelle chinoise. Hein. Donc, le fait qu'il y ait de l'énergie, le fait qu'il y ait un corps, une matériel, yin, hein, et un esprit yang plus éthéré. Hein. Donc, si on devait faire le point à ce stade-là, ben, on pourrait dire que nous sommes bien plus que de la matière, nous sommes également énergie et conscience. Qui est bien trop souvent délaissé, effectivement. Ça s'arrête uniquement à la matière, généralement, avec la médecine occidentale aujourd'hui. Oui. Mais c'est vrai que de plus en plus, on a accès à des médecines qui ne pourraient pas imaginer une scission hein, entre vraiment l'aspect très matériel du corps humain, de l'esprit, Alors, tous ces principes, ces concepts, etc., on va les retrouver dans toute médecine, que ce soit de la médecine ayurvédique, que ce soit la médecine amérindienne, même en médecine traditionnelle occidentale, hein, à l'époque d'Hippocrate, hein, on avait ce principe de prendre soin de notre propre santé. Donc, le rôle que pourrait tenir cette médecine plurimillénaire de nos jours. On s'aperçoit que la compréhension de notre environnement et de nous-mêmes hein, évolue sans cesse. Avec la physique quantique, hein, on a étudié l'infiniment petit à une échelle atomique et on a propulsé les scientifiques les scientifiques ont été propulsés dans une observation d'une dimension vibratoire et ondulatoire. Alors, la physique quantique n'en reste pas moins déstabilisante tellement qu'elle a remis en question la vision qu'on avait de notre environnement hein, et de nous-mêmes avec la vision de la physique classique.
Ça nous permet il faudrait peut-être, avec cette nouvelle vision, essayer de redécouvrir avec un regard neuf, avec un nouveau regard, les textes antiques, qui sont vieux de plusieurs siècles, voire millénaires, hein, et peut-être, c'est un peu comme une scène de crime ou une enquête à la Sherlock Holmes, hein, quand les outils qui nous permettent de découvrir des indices, etc., évoluent, ben, on peut revenir sur des enquêtes qui avaient été fermées et mettre à jour certains éléments, hein, qu'on n'aurait pas pu découvrir le jour de cette scène, de ce crime. Mais avec les outils nouveaux, ben, on peut peut-être découvrir avec l'ADN, etc., certaines choses. Et il serait peut-être intéressant, avec le regard, puisqu'on a évolué, hein, dans la compréhension de notre environnement et de nous-mêmes, hein, notamment avec cette physique quantique, hein, on pourrait essayer de reprendre un peu comme un archéologue, hein, redécouvrir certaines choses au niveau de ces textes. Oui, la physique quantique, elle va venir donner des explications de textes extrêmement anciens. Alors, c'est vrai qu'il y a un regain autour il y a une espèce de, j'ai pas envie d'utiliser le mot mode, mais enfin de physique quantique actuellement, alors que ça fait quand même plus d'un siècle maintenant qu'elle a été mis en avant, mis en lumière. Et souvent, il y a quand même des blocages entre la physique quantique et la biologie. Souvent, elle n'est pas forcément tirée vers la biologie. Et donc, voilà, c'est très certainement ce que tu vas nous expliquer un petit peu là. Mais c'est vrai que faire ce parallèle-là entre la physique quantique, qui a un siècle aujourd'hui, et qui peut donner des éléments de réponse sur des textes extrêmement anciens, et qu'encore en Occident, on tarde encore à la tirer, cette physique quantique, dans les principes et dans les matières du vivant et de la biologie. Bon, alors que la MTC, la médecine traditionnelle chinoise, permet ça. C'est intéressant ce parallèle que tu nous fais avec la physique quantique, pardon. Alors oui, parce que donc on parle, je vais souvent faire référence à l'aspect yin et à l'aspect yang, hein. Donc on va parler de l'être humain avec sa dimension très yin, très manifestée, très matérialisée, hein, et sa dimension plus éthérée. Et si on utilise ces deux sciences, la physique quantique et la physique classique, hein, on pourrait avoir ces deux parallèles, hein, en allant dans l'infiniment grand ou l'infiniment petit, hein, avec cet aspect yin et yang également. Mais on a dû descendre dans une certaine matérialisation du monde, hein. On a dû développer des outils nécessaires, hein, qui nous ont permis de redécouvrir ce que les anciens avaient pu percevoir sans ces outils physiques. Parce que nous sommes matérialisés, on est dans un point de vue où l'homme a une compréhension de lui-même d'un point de vue très grossier. C'est-à-dire que l'être humain n'est pas uniquement donc matière, mais il est également conscience. Et nous sommes avant tout une conscience qui peut se manifester d'une manière plus grossière, une manière incarnée. Mais si on se met du point de vue, si notre point d'observation, c'est ce point de vue de l'être incarné, probablement c'est pas le meilleur point de vue qui va nous permettre d'avoir une compréhension de nous-mêmes. De ce point de vue, on pourrait même penser qu'on possède une âme. Or, nous ne pouvons pas posséder quelque chose que nous sommes déjà. Nous sommes avant tout cette âme qui a la possibilité de se manifester d'une manière plus grossière en s'incarnant. Hein.
Donc, la connaissance, on pourrait dire que la connaissance du monde matériel s'est déroulée d'une manière peut-être un peu trop rapide, et l'homme n'a pas eu le temps de progresser parallèlement dans la connaissance des mondes plus éthérés, plus yang, plus spirituels, hein. Connaissance qui lui aurait peut-être donné le contrepoids nécessaire pour une meilleure avancée dans le monde de la matière. Donc, ce qui est intéressant également, c'est que si la compréhension de notre environnement et de nous-mêmes évolue, nous pouvons constater également qu'il y a des changements au niveau de notre positionnement en tant qu'être humain. Et ce changement, je m'en suis aperçu également auprès de certains de mes étudiants. Ça reste encore marginal, mais à mon sens, mais on peut observer certaines modifications ou comportements. Hein. Il y a encore 25 ans de cela, beaucoup de personnes qui commençaient ces études-là, hein, voulaient soit changer de vie, avoir une autre profession, etc. Et là, on s'aperçoit que, en tout cas pour une partie de mes étudiants, hein, il y en a certains qui s'attachent davantage à la santé et au côté précieux de leur vie, hein, plutôt qu'aux maladies. Donc c'est dans une démarche personnelle plus que de reconversion professionnelle. Ça peut être les deux, mais en tout cas, il y a cette prise de conscience. Oui. Pour certains, souvent, ils vont trouver d'autres solutions, peut-être parce que déçus de la médecine occidentale, ou peut-être parce qu'ils cherchent d'autres choses, une médecine qui serait plus proche de leur valeur, peu importe, hein, en sachant qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise médecine. Hein. Heureusement, et je suis une preuve également, hein, heureusement qu'il y a la médecine occidentale, hein, et dans l'urgence, on est bien content d'avoir cette médecine. Hein. Et la médecine traditionnelle chinoise va nous donner une autre possibilité d'appréhender donc les déséquilibres qui peuvent être à l'origine de certaines pathologies, etc. Hein, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise médecine. La bonne médecine, je dirais, c'est celle qui va correspondre aux patients. Hein. Donc, dans l'urgence, la médecine occidentale est très bien placée, hein, et puis parfois, elle peut avoir ses limites. La médecine traditionnelle chinoise peut donner d'autres solutions, et des fois c'est la médecine chinoise qui aura ses limites, et heureusement qu'il y a la médecine occidentale. Non, mais tu sens quand même un élan pour venir vraiment retrouver le sens un peu de sa santé, finalement, vraiment le sens, la cause en fait des différents troubles. Donc là, c'est bien une quête derrière tout ça. Et s'apercevoir que avant tout, hein, que on est dans une médecine qui va nous montrer le côté précieux de la santé, et à ce moment-là, ces personnes vont essayer au lieu de uniquement focaliser sur on a des nouveaux outils pour se traiter, pour se soigner, c'est très bien, hein, mais vont peut-être se poser la question, mais comment on pourrait faire pour ne pas tomber malade? Ce serait peut-être plus intéressant que de trouver d'autres solutions, ou de remplacer une médecine par une autre, ou de devenir des consommateurs de médecine traditionnelle chinoise, mais en se servant de la sagesse plurimillénaire de cette médecine, on pourrait récupérer réellement les rênes de notre propre santé, et ça nous permettrait de rajouter de la qualité dans nos années. Donc,
euh, j'ai observé donc notre attitude par rapport il y a 20-25 ans, hein, de certains étudiants, hein, qui s'intéressaient plus à la santé qu'aux solutions que la médecine traditionnelle chinoise pourrait apporter pour certaines pathologies. Bien sûr, elles étudient les deux aspects, hein, mais avant tout, elles vont essayer de redonner la première vocation à cette médecine, hein, et la vocation de la médecine traditionnelle chinoise, hein, c'était de prendre soin, de s'occuper de la santé, donc de prendre soin de cette santé. En fait, hein. La médecine occidentale s'occupe des maladies. Hein. Si on a une pathologie, qu'on rentre dans un certain tableau clinique, ben, on a la médecine occidentale. Et on peut utiliser les deux médecines. Hein. Elles peuvent être complémentaires, etc. Hein. Mais si on peut se dire, ben, je vais aller au-delà du fait de vouloir trouver des solutions pour me guérir, me traiter, c'est je vais également essayer de voir comment je peux ne pas tomber malade. Et là, il va falloir tenir compte de son propre terrain, mais un terrain qu'on va inscrire dans un environnement, dans son environnement, hein, un environnement qui peut être climatique, émotionnel, alimentaire. Donc il n'y a pas de recette miraculeuse, on n'a pas d'aiguille magique, on n'a pas de pharmacopée miraculeuse, mais il est important que le patient, en tout cas, récupère les rênes de sa propre santé. Hein. L'idée, c'est que vous ayez une action quotidienne, peut-être dans votre environnement, peut-être modifier la façon de manger, peut-être modifier la façon de penser, puisqu'on se nourrit de différentes manières. Hein. Et certains étudiants donc sont beaucoup plus sensibles que d'autres au fait de ne pas uniquement trouver des solutions pour traiter, guérir certaines pathologies, mais véritablement pour ne pas tomber malade. Oui, être dans un acte de prévention, véritablement, ça me parle beaucoup, parce que moi je suis naturopathe, et donc effectivement, ce que tu dis, il y a un parallèle qui se fait avec la naturopathie aussi, être dans une action de prévention, de rééquilibrer les terrains, donc c'est très intéressant. Ce que tu disais par rapport aux médecins chinois, et vraiment dans cette étape de l'avant la maladie, ça me fait penser bien sûr à cette scène magnifique du film de La Belle Verte de Colin Serrault, que tu as peut-être vu, et vous qui nous écoutez, peut-être que vous l'avez vu aussi. Si ce n'est pas le cas, vraiment, je vous encourage à regarder ce film qui est absolument magnifique. Et il y a un échange. Voilà. Alors, est-ce que c'est une légende ou pas, je n'en sais rien, mais je ne pense pas. Où précisément l'un des acteurs dit, mais en Chine, en fait, le médecin vient pour maintenir les gens en bonne santé. Si la personne tombe malade, c'est qu'il a quelque part un peu échoué dans son travail. Son travail, c'est les maintenir en bonne santé et ne pas venir rectifier la maladie. Donc voilà, ça me faisait écho à ça, ce que tu partageais. Et voilà, vraiment, je vous encourage à le regarder, la Belle Verte, et si ce n'est pas le cas, ou le re-regarder, parce que c'est un beau film, plein de belles vibrations, donc c'est toujours intéressant de le remettre en tête. Et c'est un très bon exemple. Je t'ai coupé, vas-y. Non, c'est moi, je te parlais précisément, voilà, tu parlais de prévention et de prévenir ces déséquilibres grâce à la médecine traditionnelle chinoise. Oui, et c'est vrai qu'on pourrait consulter un médecin chinois en bonne santé, justement pour qu'il soit garant de cette bonne santé. Il ne nous viendrait pas l'esprit d'aller consulter un médecin occidental en étant en bonne santé. Il va nous dire, qu'est-ce que vous faites là? Si vous êtes en bonne santé, c'est bon, je peux rien pour vous. Donc, l'idée de préserver sa santé, c'est également d'être à l'écoute des conseils que le médecin chinois peut donner à ses patients. Des fois, l'échelle de valeur change. Quand vous avez une épée de Damoclès au-dessus de la tête,
Peut-être que ce qui était important avant sera moins important après. Hein. Je sais pas, avant, c'était peut-être le dossier absolument à rendre lundi. Hein. Mais après avoir traversé certaines épreuves, peut-être que des choses insignifiantes comme juste sentir l'air dans ses poumons, ou regarder la couleur verte de l'herbe, ou entendre à nouveau les oiseaux qui n'ont pas arrêté de chanter, pourtant les matins, hein, mais beaucoup de personnes ne perçoivent plus correctement leur environnement. Hein. Il y a des personnes qui disent maintenant à nouveau je lève les yeux et je passais sous ce ciel étoilé, et en fait elles s'apercevaient qu'elles passaient à côté de leur vie parce qu'elles étaient prises par cette spirale de leur vie. Et donc il est intéressant de récupérer ces rênes de sa propre santé, de suivre les conseils du médecin chinois qui peut, au changement de saison, en fonction du terrain, vous aiguiller sur une certaine alimentation, une certaine manière de se préserver des climats, etc. Hein. Il faut surtout pas remplacer une médecine par une autre, hein, mais il faut juste se dire, bon, ben, beaucoup de personnes s'occupent de leur maladie, ben, on va essayer de s'occuper de notre santé. Donc, vous tombez malade, il n'y a pas de problème, il y a la médecine occidentale, il y a la médecine traditionnelle chinoise, peu importe. Hein. Mais il est préférable d'anticiper sur les déséquilibres ou sur les maladies plutôt que de devoir les guérir systématiquement. Alors, comment est-ce qu'on pourrait détecter précisément un déséquilibre qu'on pourrait avoir en médecine traditionnelle chinoise? Alors, le médecin chinois va interroger le corps du patient. Il va prendre le pouls, il va observer la langue, il va observer la manière dont se tient le patient, il va observer le teint, il peut palper les méridiens, donc palpation des méridiens qui se fait, et il va bien sûr interroger le patient. Moi, généralement, j'interroge d'abord le corps du patient sans mettre l'aspect intellect du patient, et après, j'interroge mon patient sur sa venue. Et à partir de là, on va mettre un terrain qui peut être en déséquilibre, et ce terrain en déséquilibre peut être favorable à certaines expressions pathologiques, à certaines maladies. Donc, le médecin chinois va avoir une incidence sur le terrain pour que le terrain ne soit plus favorable à une pathologie, hein, de manière à ce que la pathologie diminue, s'estompe ou disparaisse. Mais le principe thérapeutique ne sera pas destiné à une maladie, le principe thérapeutique sera destiné à un patient, le terrain. Et on devrait focaliser davantage sur la santé que sur la maladie. Donc il faut vraiment essayer de communiquer aux patients le fait de prendre conscience de l'importance de leur santé. Et si c'est vraiment, s'ils se donnaient autant de peine à entretenir leur santé qu'à vouloir se soigner, ben, cela changerait beaucoup de choses. Hein. Prendre soin de soi est accessible à tous ceux qui veulent bien s'en donner les moyens. S'occuper de la maladie nécessite des connaissances. Alors, bien sûr, vous pouvez faire des études en médecine traditionnelle chinoise, des études en médecine ayurvédique, mais ça nécessite du temps, ça nécessite des moyens, si la maladie nécessite des connaissances, à un moment donné, le malade doit faire confiance à un système médical, quel qu'il soit un système médical occidental, chinois,
peu importe, hein. Mais il est important de se dire que voilà, s'occuper de soi, prendre soin de soi, est accessible à tous ceux qui veulent réellement s'en donner les moyens. C'était Socrate au 5e siècle qui disait « Existe-t-il pour l'homme un bien plus précieux que la santé ?» Alors, c'est bien que tu reprécises de réellement vouloir se donner les moyens, parce que c'est vrai que parfois, par cette médecine occidentale où des médicaments viennent régler un problème ou en tout cas corriger des symptômes, sans forcément corriger le problème, mais en tout cas éteindre des symptômes, il y a un résultat, parfois un peu faussé, mais il y a un résultat rapide, tout de suite. Oui. Il y a un mal de tête, on prend un médicament et on ne dit pas qu'il ne faut pas en prendre parce que parfois vraiment il ne faut pas subir la douleur, mais le médicament va éteindre la douleur, mais on n'a pas cherché le pourquoi le mal de tête était là. Et donc c'est vrai que ce réellement vouloir corriger et entreprendre des modifications profondes, une hygiène de vie modifiée, réellement ancrer des nouvelles routines dans le quotidien, ça demande un effort. Et donc, c'est en ça que le fait que tu soulignes vraiment le fait de réellement le vouloir, c'est très important parce que ça peut être un peu coûteux au début de mettre des choses en place. Et donc, c'est là où il y a cette cohésion entre le thérapeute et le consultant. Toi, tu dis patient, tu as le droit de dire patient. Moi, je suis naturopathe, je peux pas dire patient. Mais les consultants, en tout cas, vraiment arriver à c'est l'élan de mettre les choses en place, et puis le thérapeute aussi qui a son rôle d'arriver à convaincre suffisamment de l'intérêt de faire telle ou telle chose. Mais c'est très intéressant ce que tu dis là. Et finalement, c'est le patient qui va choisir la médecine progressivement. Si on peut modifier ses comportements, modifier certaines choses, sans tout révolutionner. Certains révolutionnent tout, mais des fois il faut être prudent, hein, mais il faut modifier peut-être certains comportements qui sont à l'origine même de nos maux. Et le corps, lui, il est bavard. Il va utiliser ces mots pour nous dire, non pas comme une sanction qui nous tomberait du ciel inutilement, mais peut-être comme un outil correctif qui nous dirait peut-être qu'il faudrait que je modifie mon alimentation. Peut-être qu'il faudrait que j'ai une activité physique qui me plaise, qui me fasse plaisir, qui ne soit pas traumatisante pour mon corps, mais qui puisse me permettre de garder une certaine souplesse, d'avoir une certaine activité par rapport à mon cœur, etc. Il faudrait être à l'écoute des mots que le corps va nous envoyer pour modifier certains comportements, mais on va accepter le fait que certaines personnes nous disent « oui, mais tout ça, on le sait ». Alors, savoir des choses, c'est bien, avoir des connaissances, etc., mais ça sert absolument, strictement à rien. Ce qui est intéressant, c'est ce que l'on met en place. Ce qu'on met en place dans notre vie. Et c'est ces petits changements qui vont faire que progressivement, je me sens mieux depuis que je mange de telle manière. Je me sens moins fatigué depuis que je me suis fait peut-être un peu violence au départ, mais que je me suis remis dans une activité physique qui me plaît, qui me permet d'entretenir mon corps, etc. En fait, Donc encore une fois, on n'a pas de recette miracle, mais on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut modifier dans notre quotidien pour rajouter cette qualité dans nos années. Oui, s'attacher aux actes. S'attacher, comme tu le disais, à ce qu'on fait. Absolument, oui. Et même plus minimaliste qu'il puisse paraître, chaque petite modification peut apporter d'immenses changements. Donc, si insignifiant que ça puisse être, ou paraître comme ça d'apparence,
Ouais, chaque petit changement, chaque Oui. nouvelle routine apportée dans son quotidien est extrêmement bénéfique. Et des fois, on n'en est pas conscient à quel point un petit changement insignifiant plus un autre petit insignifiant va modifier réellement certaines choses. Par contre, je dis toujours à mes patients, ne me croyez pas. Faites-en l'expérience. Alors, l'idée, c'est moi je leur dis, mettez-nous tous dans le même panier. Quand je donne des conseils en diététique, voilà, ce sont des conseils. L'avantage de ces conseils, c'est qu'ils ont traversé plusieurs fois des millénaires et ils ne font pas partie d'une évolution de compréhension la médecine occidentale est une médecine qui suit un cycle d'évolution. De ce fait, elle va découvrir des choses extraordinaires, elle va faire des bonds en avant, mais en avançant, bien, on va s'apercevoir que les conseils vont changer au fur et à mesure des limites de ses connaissances. Donc un jour, il faudra mettre les enfants, on va nous dire mettez les enfants sur le ventre. Un autre jour, on va nous dire non, il faut les mettre sur le dos. Une autre fois, plus tard, on va nous dire non, alternez, mettez-les à droite et à gauche. Et on va suivre ces conseils. Comme on pourrait nous dire, non, il y a 20 ans, on nous disait, il faut manger de telle manière, aujourd'hui c'est de telle manière, peut-être dans 5 ans ça sera différent. L'avantage avec la médecine traditionnelle chinoise, c'est que ces conseils n'ont pas évolué. C'est une médecine qui est immuable dans ses fondements. Par rapport au déséquilibre, aux pathologies, il est intéressant de s'intéresser à comment on pourrait interpréter un déséquilibre en médecine traditionnelle chinoise. Et toujours dans cet aspect très yin et très yang, il serait incomplet ou même lacunaire de considérer la maladie seulement comme cette sanction qui nous tomberait dessus. Et parfois, la maladie, non seulement peut être un outil correctif, mais on a vu qu'il y avait cette notion de chaîne. Et chaîne, c'est notre conscience. Notre conscience pourrait parfois nous amener à emprunter le chemin de certaines pathologies, justement pour nous détourner d'une voie qu'on aurait empruntée, qui ne serait pas la nôtre, et nous amener dans une autre direction. Ce qui est intéressant, c'est conserver sa santé, mais vivre pleinement sa vie. Et on a vu au début qu'on pouvait être pris par cette spirale de la vie et passer à côté de notre vie. Par exemple, si on prend comme déséquilibre, comme pathologie, le burn-out. Ça pourrait être, dans ce cas-là, un outil ou un moyen que Shen pourrait utiliser, que notre esprit pourrait utiliser, pour nous empêcher de continuer dans une impasse. Une impasse qui ne serait pas forcément notre chemin de vie. Il y a des personnes qui se disent, là je peux plus me lever, je pourrais pas prendre la voiture, aller voir mes collègues, hop. Et il y a carrément une vie qui est freinée, et on se retrouve bloqué, paralysé, et on ne peut plus emprunter cette voie. Peut-être plus emprunter cette voie qui n'est pas forcément la nôtre. Peut-être qu'elle nous a... C'était une voie qui nous correspondait à un moment, mais peut-être que Shen, il faut dire que Shen, cette conscience définit, avant l'incarnation, définit le chemin de vie qu'on pourrait suivre. Donc, des fois, la maladie peut être un moyen de nous ramener
dans notre véritable destinée, dans notre véritable chemin de vie, véritable vie qu'on doit expérimenter. Je pense à Jiddu Krishnamurti qui disait ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être bien adapté à une société profondément malade. Et on pourrait se poser la question, est-ce que ce serait un signe de bonne santé que de s'orienter vers un chemin contraire au projet de Shen? Donc le fait de considérer les mots du corps comme un langage, avec la partie la plus profonde de nous-mêmes, pourrait nous faire voir la maladie autrement qu'un déséquilibre simplement physique ou mental, qu'on pourrait traiter uniquement par des médicaments, sans en comprendre la signification. Cela nous permettrait véritablement de considérer la maladie comme un outil correctif. Et en prenant en considération notre déséquilibre d'une manière globale et plus vaste, dans toutes les dimensions de notre être, on aurait peut-être cette possibilité d'écouter véritablement le langage de notre corps, et ce qu'il a à nous transmettre à partir de ces mots qu'il va utiliser. Donc il est parfois nécessaire de renouer, de retisser des liens avec soi-même afin de mieux interpréter les mots du corps, non pas en allant chercher uniquement des solutions à l'extérieur pour se traiter, etc. Mais des fois nous sommes verrouillés de l'intérieur, et des fois la maladie ou tout événement peut nous stopper net dans notre élan, et on est obligé des fois de se remettre en question et se dire est-ce que je vis réellement ma propre vie? Encore une fois, il n'est pas sûr qu'on vive réellement sa propre vie. Ça fait la boucle avec l'introduction du début de cette émission, en parlant de l'accident que tu as eu, et comme chacun peut subir tant par la maladie que par un accident. Alors l'accident, c'est un peu le destin qui vient se mettre sur la route. La maladie, ça peut être une accumulation de mauvaises habitudes qui engendre un déséquilibre du terrain et qui entraîne du coup des pathologies. Mais ça revient un peu, ça revient à ce que tu nous dis, cet accident ou cette maladie qui vient nous remettre finalement sur notre mission quelque part, si on peut utiliser ce terme. Oui, même si au début on n'est pas prêt à accepter ce qui nous arrive, et c'est normal. Absolument. Mais avec le recul, c'est là où on peut se dire, c'est une grande chance ce qui m'est arrivé. Je serais probablement pas dans cette position si je n'avais pas vécu cet accident, ce chemin, etc. Donc à la fois, la maladie peut être une conséquence d'une mauvaise hygiène de vie, mais également ça peut être un outil que Shen, notre esprit, entre guillemets, utiliserait pour nous remettre dans notre chemin, dans notre vie. Et le thérapeute et le patient doivent travailler vraiment ensemble. Ces deux esprits de Shen qui se rencontrent. Et c'est en ce sens où je responsabilise énormément mes patients. Et on essaye de comprendre les mots que leur corps leur envoie. Ah oui, une collaboration pour vraiment que chacun fasse... c'est ça, j'imagine toujours le thérapeute au bout du chemin. Je vais essayer de mettre dans l'écran avec le thérapeute d'un côté, le consultant de l'autre, et vraiment que chacun fasse sa part du chemin pour vraiment qu'il y ait rencontre et beauté de la rencontre au milieu. Donc, oui, que voilà. Et voir jusqu'où le patient sera prêt à modifier les causes qui sont à l'origine même de ces déséquilibres.
quelle est la part du chemin que va emprunter le patient. Donc, on va essayer de donner ces outils pour que le patient puisse emprunter ce nouveau chemin. Et après, on va combler avec des aiguilles, on va combler avec des plantes, on va combler avec tout ce qu'on veut. Hein. Mais plus le patient va retisser des liens avec lui-même, va renouer avec lui-même, va se réapproprier sa vie, plus il va peut-être modifier certains comportements qui ne vont pas l'amener vers un terrain favorable à des pathologies. Alors précisément, comment est-ce qu'on peut intégrer les conseils que peut partager la médecine traditionnelle chinoise, qu'un thérapeute comme toi, d'énergétique chinoise, de médecine traditionnelle chinoise, peut nous partager pour qu'on intègre ces conseils-là dans notre quotidien? Oui. Alors, ça serait vaste à développer en quelques minutes, mais c'est vrai que déjà quand je dis renouer avec soi-même, ne pas uniquement chercher des solutions à l'extérieur, hein, essayer de s'inscrire correctement dans son environnement alimentaire, climatique, émotionnel, et suivre les conseils de bon sens pour le patient. Moi, je dis, faites le tri. Hein. Ce qui vous parle pas, ben, vous le laissez de côté. Ce que vous faites déjà, ben, tant mieux. Et ce qui vous parle, mettez peut-être, je sais pas, ça peut être mâcher longuement. Juste le fait de mâcher longuement, ça peut modifier certaines choses. Hein. Donc là, vous avez des personnes qui peuvent vous dire bon, tout ça on le sait, mais qui ne le mettront jamais en pratique, et des personnes qui vont progressivement se dire ben je ne vais pas continuer comme ça, et je vais prendre en main ma santé. Hein. Le patient vit 24 heures sur 24 avec lui-même. Hein. C'est son corps qui va lui donner les moyens à travers les mots qu'il va utiliser, les moyens de modifier peut-être certaines choses. Hein. Donc, on parle en médecine traditionnelle chinoise des 7 piliers. Donc les 7 piliers, c'est savoir respirer, savoir bouger, savoir se reposer, savoir se conformer au cycle de la nature, savoir maîtriser son esprit, savoir faire l'amour, savoir manger. Et ces 7 piliers peuvent être un point de départ. On peut prendre un ou 2 piliers et ça peut être un point de départ pour commencer, en fonction du déséquilibre du patient, hein, pour commencer à le sensibiliser à l'importance de modifier certaines choses. Mais on essaye de mettre en place ces changements et on va essayer de donner les conseils qu'on peut retrouver en médecine traditionnelle chinoise, qui pourrait faire l'objet d'une autre conférence en fait, hein, par rapport à ces conseils qu'on pourrait donner. Mais il est important de se rendre compte que on détient un véritable pouvoir de décider d'opérer des modifications dans notre vie afin de reprendre les rênes de celle-ci. Donc, si on a une incidence quotidiennement avec ces changements, c'est important de préciser au patient qu'il a ce pouvoir-là. Il a cette possibilité de se dire « je ne vais pas continuer comme ça ». Dès lors qu'il renoue avec lui-même, dès lors que le véritable médecin qu'on devrait rencontrer, c'est son propre médecin interne. Transformer notre quotidien, notre environnement, notre façon de penser, tout ça, ça va avoir des conséquences. Et il est important on peut véritablement métamorphoser notre existence. Non seulement métamorphoser notre existence en traversant ce laps de temps en bonne santé, en se disant que ce temps est quand même précieux,
mais également en se redirigeant vers la vie qui est la nôtre. Merci beaucoup, Édouard. Voilà. À terminer sur ces mots-là, renouer avec notre existence, avec la vie qui est la nôtre, et puis tous ces partages que tu viens de nous redonner là sur renouer des liens avec soi-même. C'était formidable de t'écouter, parce que là encore, comme on a pu le partager dans ce dossier, c'est des choses qu'on sait, qu'on a plus ou moins déjà entendu ou lu, ou pas d'ailleurs, hein. Mais de là, le mettre en pratique, et donc ça fait toujours beaucoup de bien que tu nous aies retracé un petit peu l'histoire, voilà, avec cette médecine traditionnelle chinoise ancestrale, nous rappeler en fait que ces grandes notions, ces grands principes, ils datent de milliers d'années, et qu'ils sont d'autant plus véridiques aujourd'hui, ils n'ont jamais autant vibré qu'aujourd'hui, que voilà, le fait de vraiment entreprendre des petits changements pour renouer avec soi et ne pas s'accommoder et s'adapter à une société ou à un quotidien malade qui va toujours plus vite, toujours plus fort, en se déconnectant toujours de tout. Donc c'était très nourrissant de t'écouter, et ça, en tout cas moi, ça m'a fait un bien fou. Je suis sûre qu'à vous aussi, derrière votre ordinateur, vous avez voilà, renourri votre alors les trois principes, hein, le cœur, l'âme, l'esprit. En tout cas, ouais, il y avait une grande profondeur dans ton approche. C'était voilà, absolument captivant. Je suis persuadée que voilà, chacun a pioché dans chacun de tes mots ce dont il avait besoin, et ce qui a fait écho. Mettre plus de simplicité, d'authenticité dans nos vies, et ne pas chercher des solutions complexes, extraordinaires, etc. Mais c'est avec la simplicité de ce qu'on peut apporter quotidiennement, qu'on peut mettre en place dans nos vies, qu'on va modifier beaucoup de choses. Oui. C'est aussi simple que ça, la médecine traditionnelle chinoise. Allons-y alors, entreprenons et mettons des petits changements, si petits soient-ils, des petits changements dans nos vies, et renouons avec notre existence. Je serais ravie pour un prochain dossier sur les 7 piliers plus en détail, voilà, pour la prochaine étape. Il n'y a pas de problème. Avec grande joie. Merci beaucoup, Édouard, pour voilà, ce partage passionné. Et puis, merci à vous tous pour votre fidélité, pour nous avoir écoutés. Et vous le savez, vous avez bien compris là aujourd'hui. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir à tout le monde. Bye bye.